Nous sommes le 21 juillet 2010, à Bregenz, en Autriche. Sur les eaux du lac de Constance, une scène monumentale s'apprête à accueillir la création scénique d'un opéra composé en 1968. La Passagère. Son auteur, Mieczysław Weinberg, compositeur soviétique d'origine juive polonaise, est mort en 1996 sans jamais l'avoir entendu. Cette soirée à Bregenz est à la fois une première mondiale, un acte de résistance mémorielle et une résurrection artistique. La Passagère est l'une des œuvres les plus bouleversantes jamais écrites sur la Shoah. Un opéra qui interroge la mémoire et l'oubli, la culpabilité et le déni. Une œuvre censurée par le régime soviétique. Une œuvre oubliée d'un compositeur lui-même resté trop longtemps dans l'oubli. Un compositeur dont le catalogue compte 26 symphonies, 17 quatuors, 7 opéras. Plus de 500 pièces qui constituent une mine inépuisable de merveilles. Grâce à l'effort de plusieurs générations de grands musiciens, Weinberg retrouve peu à peu la place qu'il mérite, et sa Passagère également. C'est cette histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, celle d'un compositeur entre mémoire et oubli, et d'un chef-d'œuvre lyrique qui défie le silence. Dorian raconte La Passagère de Weinberg. Mieczysław, ou plutôt Mojżesz Weinberg, naît le 8 décembre 1919 à Varsovie, dans une famille juive modeste mais cultivée. Son père, Shmuel, violoniste et compositeur, dirige l'orchestre du théâtre yiddish local. Dès l'âge de 6 ans, le jeune Mojżesz le rejoint dans l'orchestre. À 12 ans, il entre au prestigieux conservatoire de Varsovie, alors dirigé par Karol Szymanowski. Sa vocation de pianiste concertiste semble toute tracée. Mais le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne par les nazis bouleverse brutalement cette destinée. Weinberg fuit à pied vers l'Est avec sa sœur Esther. Les difficultés du voyage contraignent Esther à rebrousser chemin, décision fatale qui la précipitera avec leurs parents vers le travail forcé et la mort au camp de Travniki. Weinberg, lui, poursuit seul sa marche vers la frontière soviétique. Accueilli en Biélorussie, il reprend ses études à Minsk. Mais l'invasion allemande de l'URSS en juin 1941 le contraint à un nouvel exil vers Tachkent, en Ouzbékistan. C'est là qu'il rencontre Natalia Vovsi Mikhaéles, fille du célèbre acteur yiddish Solomon Mikhaéles. Il l'épouse en 1942. L'année 1943 marque un tournant décisif. Weinberg connaît bien sûr le nom de Chostakovitch, qui est alors le compositeur le plus en vue et sans doute le plus talentueux d'Union soviétique. Quoique étroitement surveillé par le régime, il bénéficie de l'aura phénoménale de sa symphonie numéro 7, la fameuse Leningrad. Coup de génie musical et, pour l'URSS, de propagande anti-nazie. Mais Chostakovitch commence également à entendre parler de ce jeune compositeur de 24 ans, vanté par son collègue Israël Finkelstein, qui était justement de Tachkent. En décembre 1942, il demande à découvrir la musique de Weinberg. Le jeune homme lui envoie sa première symphonie. Au printemps 1943, Chostakovitch, qui enseignait à Leningrad, est nommé au conservatoire de Moscou. Aussitôt, il écrit à Weinberg et l'invite à le rejoindre à la capitale. Cette rencontre scelle une amitié artistique exceptionnelle qui durera plus de 30 ans. Chostakovitch, impressionné par le talent de ce jeune compositeur de 13 ans son cadet, devient son défenseur le plus fidèle. Ils deviennent voisins, échangent sur leurs compositions respectives. Weinberg était humble. Même si je n'ai jamais pris de leçons avec lui, affirmait-il encore en 1976 dans un hommage posthume. Je me vois comme son élève, corps et âme. Mais la réalité est différente. Ils dialoguaient entre égaux. L'influence fut réciproque. Et si l'on trouve de nombreux échos de Chostakovitch dans les partitions de Weinberg, l'inverse est tout aussi vrai.
Arrivé à Moscou en août 1943, Weinberg connaît des années fécondes et plutôt heureuses. Il s'impose rapidement dans le milieu musical avec une série de chefs-d'œuvre de musique de chambre. Les quatuors à cordes numéro 3 à 6, le quintet avec piano, la sonate pour clarinette. Mais cette période faste s'achève brutalement le 12 janvier 1948 avec l'assassinat de son beau-père Solomon, tué sur ordre de Staline et dont le meurtre est maquillé en accident de voiture. Solomon était président du comité antifasciste juif. Weinberg lui-même subit des attaques au congrès de l'Union des compositeurs. Il serait trop bourgeois, trop cosmopolite, un euphémisme soviétique pour trop juif. La terreur stalinienne et l'antisémitisme d'État s'abattent sur lui. La police secrète, le NKVD, l'a à l'œil. Des collègues envieux tentent de le discréditer. En novembre 1952, son oncle par alliance, Miron Vovsi, qui fait partie des médecins de Staline accusés de conspiration juive contre le dictateur, est arrêté. Le 6 février 1953, Weinberg triomphe au Conservatoire de Moscou avec sa rhapsodie sur des thèmes moldaves, aux côtés de l'immense violoniste David Oistrakh, dont la nuit même, il est arrêté et incarcéré à la tristement fameuse Loubianka, quartier général du NKVD et prison politique. On l'accuse de nationalisme bourgeois juif. On le menace du goulag. Chostakovitch écrit au ministre de l'Intérieur, le redoutable Beria, pour protester. Il explique que Weinberg est un musicien prometteur, qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à la musique et que lui, Chostakovitch, se porte garant de sa loyauté. Beau geste d'amitié, d'autant plus risqué que Chostakovitch est lui-même dans le viseur de la police. Rien n'y fait. Par chance pour Weinberg, Staline meurt le 5 mars, entraînant sa libération le mois suivant. Un ami le décrit amaigri, crâne rasé, avec une expression de joie effrayée, cachant ses grandes mains dans les manches de sa veste, se recroquevillant et murmurant doucement « Eh bien, ça va ». La fin des années 50 est une période de lente reconstruction. Weinberg poursuit son œuvre, notamment ses quatuors et symphonies. Il écrit aussi beaucoup de musique alimentaire pour la télévision, la radio, le cirque. En 1957, il compose la musique du film de Kalatozov, Quand passent les cigognes, qui remportera la Palme d'Or à Cannes. Les années 60 qui s'ouvrent seront, selon les propres termes de Weinberg, des années étoilées. Cette décennie marque un apogée avec ses symphonies les plus accomplies, les numéros 5 à 10, 3 quatuors à cordes remarquables, un requiem. Il bénéficie du soutien des plus grands interprètes soviétiques. Rostropovitch, Oistrakh, Kogan, Gilels, le quatuor Borodine ou encore Kondrachine. Libéré des commandes propagandistes, Weinberg peut laisser libre cours à sa créativité. Bientôt, il sera même prêt pour un opéra. En 1964, paraît en Union soviétique la traduction russe d'un roman polonais de Zofia Posmysz, Pasagerka, la passagère, publié 2 ans plus tôt en Pologne. Chostakovitch tombe sur ce roman et, bouleversé par sa lecture, le recommande à Alexandre Medvedev, directeur du département littéraire du Bolchoï. Medvedev pressent aussitôt le potentiel dramatique du sujet et le suggère à Weinberg, qui est saisi par cette histoire de 2 survivantes d'Auschwitz, l'une victime, l'autre bourreau. La rencontre entre Weinberg, Medvedev et Posmysz scelle le projet.
Le librettiste et la romancière visitent Auschwitz ensemble, expérience bouleversante qui nourrit directement la création. Posmisch, survivante du camp, apporte sa connaissance intime de l'univers concentrationnaire. Weinberg, qui n'a pas pu ou pas voulu être du voyage, y projette sa propre histoire. Zofia Posmisch naît en 1923. En 1942, à 19 ans, elle est arrêtée pour avoir distribué des tracts anti-nazis. Déportée à Auschwitz-Birkenau, elle porte le matricule 75-66. Elle survit en travaillant comme Schreiberin, secrétaire dans les services administratifs du camp. Après la libération, elle étudie la littérature à l'université de Varsovie, puis travaille pour la radio polonaise. Elle ne se contente pas du témoignage brut. Elle cherche à transformer son expérience en littérature. La genèse de La Passagère commence par un incident troublant. En 1959, lors d'un voyage professionnel à Paris, la ligne aérienne Varsovie-Paris vient d'être rétablie. Posmisch croit reconnaître dans la voix d'une touriste allemande celle de sa gardienne SS à Auschwitz, Anneliese Franz. Elle racontera plus tard. « Je me suis retournée, épouvantée. C'était la voix de ma surveillante Franz, une voix aiguë, tranchante. Ce n'était pas elle, mais la ressemblance des voix était stupéfiante. Je n'arrivais pas à dominer mon agitation. De retour chez elle, une question obsédante ne la quitte plus. Qu'aurais-je fait si ça avait été elle? Serais-je allé voir un policier ou me serais-je approché pour lui demander comment elle se sentait? Je ne savais pas comment m'en sortir. Son mari lui conseille, écrit quelque chose. Naissent alors successivement une pièce radiophonique en 1959, La Passagère de la cabine 45, puis un téléfilm en 60 qui remporte un grand succès en Pologne, enfin le roman en 1962. L'audace principale de Posmisch réside dans son choix narratif, raconter l'histoire du point de vue de l'ancienne gardienne SS et non de la victime. Ce renversement de perspective, qui anticipe les bienveillantes de Jonathan Little de près d'un demi-siècle, permet d'explorer les mécanismes psychologiques de la culpabilité et du refoulement. Lisa, l'ancienne Anneliese Franz, est une femme ordinaire qui a adhéré à l'idéologie nazie et s'est accommodée du système concentrationnaire. Elle a même le sentiment d'être restée le plus humaine possible. Nous sommes au cœur de cette banalité du mal qu'Hannah Arendt théorise à la même époque. Le style de Posmisch se caractérise par une impressionnante sobriété. Pas de pathos, pas d'expressionnisme. Elle privilégie la suggestion à la description explicite de l'horreur. Cette économie de moyens renforce paradoxalement l'impact émotionnel. Elle développe en outre de riches réflexions sur l'Europe des années 60, en particulier sur l'Allemagne de l'Ouest et son rapport très ambivalent à la repentance. 7566 L'opéra va retenir la quintessence du roman, ce que Freud appellerait le retour du refoulé. Plus profond, vous enfouissez la faute dans l'oubli et le déni, plus violemment elle remontera pour vous sauter au visage.
Spiel dem Kommandanten den Walzer vor. Spiele wie vor Gott, dem Herrn. Du wirst dich bald mit ihm treffen. Fang an. L'action débute en 1960 sur un paquebot transatlantique. Lisa et Walter Kretschmer voguent vers le Brésil où Walter vient d'être nommé diplomate au nom de la République fédérale allemande. Cette croisière, conçue comme une seconde lune de miel, bascule quand Lisa croit reconnaître parmi les passagers une femme qu'elle pensait morte depuis 15 ans, Martha. Cette vision déclenche une série de flashbacks vers Auschwitz, où Lisa officiait comme gardienne SS sous le nom d'Anneliese Franz. Contrainte aux aveux par sa propre panique, elle révèle à Walter son passé jusque-là, soigneusement dissimulé. Les réminiscences remontent par fragments de plus en plus terribles. Au camp des femmes, Lisa observe les prisonnières et choisit Martha, jeune Polonaise dont la force de caractère l'intrigue, la fascine et l'irrite. Elle se présente d'abord comme relativement bienveillante, mais la vérité affleure progressivement. Lisa exerce une emprise cruelle sur Martha, une manipulation perverse qui confine à la torture psychologique. Toute faveur accordée renforce son emprise. Tadeusz, le fiancé de Martha, sculpteur et musicien, se trouve dans le camp des hommes. Lisa autorise leurs retrouvailles secrètes et favorise un échange de messages cryptés organisant un soulèvement pour mieux le punir ensuite. Lorsqu'un concert est organisé dans le camp, Tadeusz doit jouer la valse préférée du commandant. Dans un acte de résistance désespéré, il exécute la chaconne de Bach. Jetant la haute culture allemande à la face de la barbarie nazie. Il est condamné à mort. Sur le paquebot, quand la mystérieuse passagère demande à l'orchestre de jouer cette même valse du commandant, Lisa sombre dans l'effroi. L'opéra s'achève hors de toute temporalité définie, sur les berges brumeuses d'un grand fleuve. Celle dont l'aube silencieuse, survivante ou âme errante, Martha évoque les disparus et fait la promesse d'entretenir leur mémoire. Épilogue poétique, testamentaire, qui, loin de clore l'histoire, suspend le temps et défie l'oubli. Tout au long de l'action, la dramaturgie de Weinberg et Medvedev est d'une efficacité saisissante, quasi cinématographique. L'alternance constante entre le présent du paquebot et les flashbacks d'Auschwitz crée un effet de contamination mémorielle, un va-et-vient temporel d'une incroyable puissance dramatique. L'emploi du multilinguisme au gré des personnages et des situations constitue également une audace majeure. Allemand, anglais, polonais, français, yiddish. Cette tour de Babel restitue l'univers cosmopolite des camps, mais surtout l'universalité de la catastrophe, tout en créant une très belle étrangeté poétique. Musicalement, Weinberg combine les univers sonores. D'un côté, la musique légère du paquebot, jazz parodique, valse de salon, musique d'accordéon. De l'autre, l'expression tragique du camp, où se mêlent idiomes folkloriques slaves, chants hébraïques, plaintes bouleversantes.
La valse du commandant, leitmotiv maléfique qui traverse l'œuvre, incarne la parodie grinçante de la culture bourgeoise captée par le nazisme. Elle s'oppose diamétralement à la pureté radicale de la chaconne de Bach. L'écriture vocale révèle la maîtrise dramaturgique de Weinberg. Les rôles de Lisa et Martha sont conçus en miroir. À la déclamation tranchante, quasi parlando, de la gardienne, s'oppose le lyrisme élégiaque de la prisonnière. Le chœur, à la manière du théâtre grec, incarne la voix collective des victimes. Ces interventions depuis les coulisses créent un effet surnaturel qui amplifie la portée symbolique du drame. Le travail de composition est rapide, intense. Weinberg a 48 ans et La Passagère est son premier opéra. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Il en aura 6 autres sur des sujets très divers. Citons seulement D'Artagnan amoureux d'après Dumas, Mazeltov d'après Sholem Aleichem, un auteur majeur de la littérature yiddish, Le Portrait d'après Gogol, et enfin, en 1986, L'Idiot d'après Dostoïevski. Mais de l'avis de Weinberg comme de Shostakovich, La Passagère reste l'opus le plus important. Ni l'un ni l'autre n'en verront jamais la création. Pourtant, en 1968, La Passagère est prête. On a même commencé les répétitions au Bolchoï à Moscou. Mais une décision tombe d'en haut, la production est bloquée, la création est renvoyée sine die. La censure soviétique trouve l'ouvrage trop négatif et surtout marqué par, je cite, un humanisme abstrait. Qu'est-ce que cela veut dire? Humaniste, entendez bourgeois. Abstrait, entendez intellectualiste. Bref, anti-soviétique. Mais le fond de l'affaire est plus sombre encore. La véritable cause de la censure de La Passagère, c'est l'antisémitisme d'État. Après une très relative libéralisation sous Khrouchtchev, le régime de Brejnev, à partir de 1964, retrouve une ligne dure. Les Juifs sont accusés d'être capitalistes cosmopolites, impérialistes sionistes, occidentalistes décadents, tout ce que l'on voudra. Mais ce n'est pas tout. Du point de vue de la propagande, il est hors de question que la Shoah et la souffrance du peuple juif viennent faire de l'ombre au sacrifice du peuple soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui est, on s'en doute, particulièrement inacceptable dans La Passagère. Shostakovich tente d'intervenir, mais ses efforts restent vains. Nouvelle tentative en 1974, il soutient la publication de la réduction pour piano et voix de l'opéra et rédige une préface élogieuse. Mais La Passagère reste au catalogue des œuvres interdites de création. Weinberg, quelques jours avant sa mort en février 1996, se plaint à Medvedev, son librettiste, de n'avoir jamais vu son œuvre représentée. Pour le consoler, Medvedev lui promet d'écouter 2 fois plus attentivement, si jamais la première a lieu un jour. Une fois pour le compositeur, une fois pour lui-même. Medvedev tiendra sa promesse par 2 fois. La première fois, en 2006. Le 25 décembre, La Passagère est donnée à Moscou en version de concert, avec une légère mise en espace. Le public est bouleversé. Medvedev est là. La presse est enthousiaste, ce qui attire l'attention du metteur en scène britannique David Bounty, directeur du festival de Bregenz. Il donnera la première scénique mondiale le 21 juillet 2010. Medvedev est présent, 5 jours avant sa mort. La romancière Zofia Posmich, 87 ans, est là aussi. La production de Bregenz lance la carrière internationale de l'opéra. Varsovie, Londres, Madrid, Houston, New York, Chicago. En 2022, le Tiroler Landestheater d'Innsbruck, en Autriche, propose une nouvelle approche dans la mise en scène de Johannes Reitmeier. La scénographie de Thomas Dörfler offre une solution remarquable au défi de la double temporalité. Une structure rotative en bois très sculpturale est capable d'évoquer tour à tour le paquebot et les baraquements. Les différents niveaux permettent des sortes de travelling, de véritables plongées dans le temps, la mémoire et l'enfer. Ce décor matérialise avec une théâtralité immédiate les glissements temporels de la partition.
C'est cette production qu'accueille l'Opéra national du Capitole de Toulouse en janvier 2026, pour ce qui constitue un événement considérable, la première française de La Passagère. La Passagère est bien plus qu'un témoignage mis en musique. C'est l'un des chefs-d'œuvre de l'opéra du XXe siècle, trop longtemps censuré, trop longtemps méconnu. Progressivement, l'injustice est réparée, celle d'avoir ignoré pendant des décennies un compositeur qui figure parmi les plus grands de son époque. À la fin de l'opéra, Martha, commémorant ses amis disparus, nous interpelle tous. Et vous, mes amis, vous êtes aussi auprès de moi. En moi vivent vos cœurs, vos larmes et vos sourires. En moi vit votre amour. Je le sais. Oui, je le sais. Si un jour vos voix devaient se taire, si elles devaient s'éteindre, alors nous péririons tous. Ce qui est valable pour les hommes est valable pour les œuvres d'art. Ils sont anéantis par le silence et l'oubli. Porter la voix de La Passagère, c'est réintégrer dans l'histoire de l'opéra un chef-d'œuvre qui en a été longtemps exclu, et dans l'histoire de l'humanité, celles et ceux qui n'auraient jamais dû en être exclus.